Houdin, le créateur. Hello les rocs, bienvenue à notre rendez-vous mensuel qui est un prétexte superbe pour échanger avec des spécialistes, des passionnés, des personnes brillantes qui ont à cœur de partager leurs connaissances pour contribuer à la construction de notre continent. Notre ambition à la Rock Academy est de façonner des leaders et des entrepreneurs d'un genre nouveau, capables de transformer l'Afrique. Pour cela, nous vous proposons des formations diverses et variées sur notre plateforme www.academyrock.com. Mais qui dit réussite, dit, en plus des compétences, bonne forme physique, puisque l'effort est une composante essentielle du succès. Et qui dit bonne forme physique, dit santé. Qui dit santé, dit alimentation saine. Nous y voilà donc. Dans un monde où tout va très vite et où la rentabilité est au cœur de la démarche des industriels de l'agroalimentaire, nous mangeons de plus en plus mal, exposant notre santé à toutes sortes d'épreuves et de maladies. Comment garder un équilibre alimentaire correct et ne pas céder aux sirènes de la malbouffe? Quelles habitudes faut-il bannir de son régime? Est-ce possible de manger sain avec un petit budget? Voilà autant d'interrogations auxquelles nous allons tenter de répondre en compagnie de notre invité du jour. Docteur Carmel Miséou, bonjour. Bonjour, Monsieur Ezine. Merci d'être avec nous. Vous êtes pharmacienne et spécialiste en nutrition. C'est bien cela. Et vous êtes également le point focal nutrition du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. C'est bien ça. Alors, lorsqu'on évoque les questions liées à une alimentation saine sous nos cieux, les jeunes ont tendance à sous-entendre que ce sont des préoccupations de sportifs, de mannequins ou de personnes souffrant de maladies chroniques. Et mieux encore, que nous mangeons suffisamment bien en Afrique et qu'il n'y a donc pas lieu de faire de ce sujet une priorité. Quelle est votre opinion sur ces arguments? Merci, Monsieur Ezine. Ce sont des arguments totalement erronés. Ce sont simplement des mythes, des affirmations qui n'ont aucun fondement scientifique. L'alimentation est reconnue comme un déterminant majeur de l'état de santé de tout individu. Quel que soit l'âge de l'individu, du sujet, son alimentation doit être une priorité. Alors, pour donner des exemples, dans l'alimentation, il y a ce que nous appelons des facteurs protecteurs comme des facteurs de risque. Alors, le fait de consommer, par exemple, suffisamment de fruits et légumes apporte à l'organisme des fibres qui peuvent réguler la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, ce qui est un facteur protecteur dans la prévention du diabète. De même, le fait de consommer des aliments trop sucrés, des boissons sucrées, des friandises, apporte beaucoup de sucre à l'organisme qui constitue un facteur de risque qui peut entraîner le diabète. Donc, dans l'alimentation, il y a des facteurs de risque comme il y a des facteurs protecteurs et l'alimentation doit être donc une priorité pour tout individu. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de catégorie socio-professionnelle. Du continent sur lequel on vit. Non, l'alimentation est un déterminant majeur de l'état de santé. On doit en faire une priorité, comme tous les autres besoins fondamentaux. D'accord. Et pouvez-vous nous citer les conséquences d'une mauvaise alimentation chez les jeunes? Alors, le fait de manger de façon déséquilibrée ou inadéquate peut avoir de nombreuses conséquences sur la vie de tout sujet, notamment des jeunes. Alors, on peut classer ces conséquences en deux catégories. La première catégorie, c'est des problèmes liés aux carences, ce que nous appelons sous-nutrition ou malnutrition par carence. Alors, pour donner des exemples, le premier problème peut être un déficit énergétique chronique, pour parler notre jargon, mais qu'on appelle maigreur. Okay. Pour parler simplement, c'est ça la maigreur, c'est ça? Oui, quand on n'apporte pas, quand on ne mange pas suffisamment, quand on n'a pas beaucoup d'énergie, on n'apporte pas beaucoup de calories, suffisamment de calories à l'organisme. Alors, l'individu va maigrir, il va présenter une maigreur et cet état est un état de dénutrition qui est lié à la sous-nutrition. D'accord. Alors, cette maigreur se rencontre notamment chez certains jeunes qui sont très préoccupés par leur forme physique, leur ligne, au point de développer un trouble du comportement alimentaire. C'est un problème psychologique et quand ça arrive, il faut rapidement
prendre cela en charge. C'est ça qui peut mener à l'anorexie? À l'anorexie mentale. Alors, le problème en termes médicaux, c'est l'anorexie mentale. C'est un trouble du comportement, le sujet, le jeûne notamment, pour une raison ou une autre, qui peut être fondamentalement psychologique, se regarde dans la glace et trouve qu'il a une corpulence trop importante, alors que sa corpulence est normale, et il cherche tout le temps à réduire son alimentation, à faire des restrictions pour devenir mince. C'est aussi ce que l'on rencontre notamment chez les jeunes filles, les adolescentes qui s'intéressent au mannequinat, à la mode. Tous les métiers où il y a des normes entre guillemets qui sont imposées. Voilà, généralement ça tourne mal et puis chez certaines filles c'est de l'anorexie mentale qu'elles développent. Alors, à part la maigreur, il y a aussi les carences spécifiques en micronutriments. Alors, dans les aliments, il y a des nutriments. Les aliments apportent à l'organisme des nutriments. Et il y a une catégorie qu'on appelle micronutriments. C'est des nutriments comme le fer, l'iode, les vitamines, de façon générale, les minéraux. Alors, le fait de ne pas manger, par exemple, des aliments sources de fer, qui sont généralement de la viande, du poisson, des légumes, va entraîner les anémies nutritionnelles. Le sujet sera carencé en fer et donc il va développer une anémie. Un autre exemple, c'est la carence en vitamine A, le fait de ne pas le fait de ne pas consommer suffisamment de fruits et légumes. Les fruits notamment, les fruits à chair jaune orangé sont pourvoyeurs de vitamine A, donc carence en vitamine A va entraîner des troubles visuels. On a beaucoup d'exemples et je voudrais insister particulièrement sur la vitamine D. La vitamine D est d'origine alimentaire à 20%, mais 80% de la vitamine D que nous avons est synthétisée grâce aux rayons ultraviolets, donc grâce au soleil. Alors de plus en plus, on s'expose moins au soleil. Alors que ça fait du bien à notre corps. Le fait de profiter du soleil permet de synthétiser la vitamine D et la vitamine D joue un rôle important dans de nombreux métabolismes, renforcer le système immunitaire, est impliquée dans les affections cardiovasculaires, dans toutes les affections métaboliques. Donc, on a la chance d'avoir le soleil presque tous les jours de l'année. Oui. Mais on ne sait pas à quel point c'est une chance de vivre donc, dans ces pays-là. Alors, quand on voit quelqu'un exposé au soleil, on dit « Ah non, range-toi, dégage ». Parfois, c'est même un peu avec ironie qu'on dit le Yajiweb. Au Bénin, dans une langue de chez nous au Bénin, donc en fond, c'est pour dire « Ah ben, il souffre parce qu'il est au soleil », en contradiction avec quelqu'un qui serait sous climatiseur, alors qu'on apprend que c'est une chance. L'air conditionné, oui, mais par jour, il faut au moins 30 minutes d'exposition au soleil. Et même quand on est dans nos locaux, dans nos chambres, on a des fenêtres qui permettent de faire entrer les rayons solaires. Pour aérer, mais souvent on met des rideaux pour empêcher les rayons solaires de pénétrer et on n'en profite pas. Vous passez toute une journée dans une chambre sans un rayon solaire, alors vous avez perdu en matière de synthèse de vitamine D. Très important à savoir, notez-le vous, il ne s'agit pas d'aller passer toute la journée sous le soleil et de cramer, mais profiter du fait d'être dans des pays où nous avons du soleil pour influencer positivement la synthèse de la vitamine D et donc renforcer son système immunitaire, se préserver de certaines maladies qui sont liées au déficit en vitamine D. Donc, je parlais des carences, donc de la sous-nutrition. Alors, la seconde catégorie de problèmes liés à l'alimentation déséquilibrée, c'est la surnutrition. Nous parlons de déséquilibre, donc on peut avoir un déficit comme on peut avoir des excès. Donc, la seconde catégorie de problèmes, c'est les problèmes liés aux excès. Alors, on mange beaucoup, on a des assiettes généreuses, on a beaucoup de gras, on a beaucoup de sucre, on a beaucoup de sel, on a de la viande à foison. Alors, qu'est-ce que ça entraîne? Ça commence par le surpoids, l'obésité qui s'installe. Et quand l'obésité est installée, alors on a tous les troubles métaboliques qui entraînent les maladies chroniques liées à la nutrition. Ce sont le diabète, l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires, le cancer.
Et ce sont des maladies de prise en charge onéreuse. Très onéreuse. Très onéreuse. Mais... Généralement au-dessus du moyen des Béninois, du Béninois moyen. Donc, c'est des maladies évitables en jouant sur l'alimentation. Très bien, mais justement, ça tombe bien parce que ma question suivante consistait à savoir pourquoi nos populations se retrouvent de plus en plus en situation de surpoids et développent de plus en plus tôt des maladies qui sont historiquement liées au troisième âge. Donc, vous avez dit il peut y avoir un problème de surnutrition. Oui, de surnutrition. De surnutrition qui explique un peu cela. D'apport excessif. D'apport excessif. Mais au-delà de ça, quels sont les autres facteurs qui expliquent qu'il y a de plus en plus de personnes en surpoids, malades, très tôt? Le surpoids et l'obésité sont désormais une réalité dans nos pays. Et quand on regarde les statistiques au niveau national, au Bénin, on a un adulte, c'est-à-dire âgé de plus de 18 ans, sur 10 qui présente une obésité. 10% de la population. 10% de la population et 3 adultes sur 10 qui présentent un surpoids. Alors, il faut faire la nuance. Le surpoids, c'est ce calcul en prenant le poids du sujet en kilogrammes divisé par sa taille au carré, ce qui donne l'indice de masse corporelle. Et quand l'indice de masse corporelle est supérieur à 25 kg par mètre carré, on dit que l'individu est en surpoids. Alors, quand on fait le calcul et que le résultat est supérieur à 30, supérieur ou égal à 30, on va parler d'obésité. Donc, un adulte sur 10 présente une obésité et 3 adultes sur 10 présentent un surpoids au Bénin. Alors, à côté, on a aussi le diabète. Le diabète, c'est 12% de la population béninoise. Ce sont des chiffres, je dirais presque alarmants, en tout cas qui sont surprenants. Inquiétants, très inquiétants. Un adulte sur 4 présente une hypertension artérielle. Alors, c'est des maladies insidieuses qui s'installent à l'insu de tous et généralement on les découvre lorsqu'il y a les complications. Parce que quand on n'a pas l'habitude de faire un bilan régulier, on ne sait pas. Alors, c'est une réalité que nous sommes désormais face à ces problèmes de surpoids et d'obésité. Et ces problèmes sont liés au changement du mode et du style de vie. Alors, changement de mode de vie, c'est changement d'habitude alimentaire. Nous sommes désormais face à ce que nous appelons transition alimentaire, qui est le passage d'une alimentation traditionnelle vers une alimentation occidentalisée, dite moderne. Alors, pour donner des exemples pratiques, alors, dans nos maisons d'habitude, dans nos habitudes, le matin, on prend une bouillie de céréales avec des cacahuètes ou de l'arachide grillé. Ou des petits beignets. Voilà, ou des petits beignets. Et progressivement, on passe de cette bouillie-là vers des friands, des pâtisseries. On passe de cette bouillie de céréales entières vers des céréales raffinées. Parce que pour faire du croissant, c'est de la farine de céréales qui est raffinée. Au dîner aussi, on passe de notre pâte de maïs, accompagnée de sauce tomate, sauce légumes, feuilles, vers des frites au poulet, accompagnées de ketchup, mayonnaise. Donc, nous changeons d'habitude en nous focalisant sur ce qui vient d'ailleurs. Et ça nous fait consommer beaucoup plus de calories. Si l'alimentation traditionnelle est souvent monotone parce qu'on mange la même chose tout le temps, elle est quand même riche en fibres, d'accord? À l'opposé, l'alimentation moderne, dite moderne, est plutôt très raffinée, pauvre en fibres, pauvre en vitamines et minéraux, très dense, donc en calories on a beaucoup, et très riche en gras, en sucre et en sel. Donc on perd beaucoup au change finalement. On perd. Alors, de l'autre côté aussi, il y a des inconvénients parce que c'est très monotone, ce n'est pas diversifié, exactement. Ce qui nous expose quand même à des carences. Alors, à l'opposé, c'est très diversifié. On a toute une disponibilité. Je peux manger une pizza aujourd'hui, manger des nems. Je n'ai pas besoin d'aller en Chine pour manger des nems. Donc, j'ai toute une disponibilité, manger des pâtes alimentaires, des pizzas, mais c'est des recettes. Il faudrait chercher des équilibres pour tout ça. Alors, donc, il y a la transition. Et l'autre chose, sur le plan physique, nous bougeons moins.
Absolument. Nous bougeons moins, nous sommes de plus en plus sédentaires. Alors, tous les parcours sont effectués en véhicule, à moto, alors qu'il y a quelques années, pour aller à l'école, les enfants marchent. Pour faire de petits parcours, on marche. Et maintenant, tout le monde est à moto. Les gens n'ont pas le temps de pratiquer une activité physique. Et à cela s'ajoute l'alimentation qui devient très énergétique. Donc, il y a surcharge, mais il n'y a pas suffisamment de dépenses. La balance est déséquilibrée. Et donc, quand il y a de l'excès, le corps accumule sous forme de gras. Et c'est ce qui fait que l'obésité et le surpoids explosent. Dans nos pays, ce n'est pas qu'au Bénin, c'est un peu partout. Malheureusement. Véritable problématique. Et vous parliez justement des changements d'habitudes alimentaires. Dans nos pays, en Afrique, nous consommons aujourd'hui beaucoup de piments, de plus en plus. On utilise des bouillons qu'on affectionne beaucoup. Il y a pas mal de fritures également. Il y a les boissons gazeuses. Tout ça, ce sont des habitudes qui fragilisent notre santé. Oui, le fait de consommer beaucoup de piment, alors le piment c'est une épice, ça peut irriter. Par contre, le fait d'épicer les repas permet de ressentir très vite la satiété. Alors si on prend le temps de consommer calmement, posément les repas, donc le fait d'avoir un repas épicé peut faciliter la satiété, d'accord? Mais par contre, quand il y en a trop, ça irrite l'estomac et on a des troubles qui suivent. Alors, pour le sucre et le sel, le gras, ce sont de véritables problèmes. Alors, on a développé le goût sucré depuis le berceau. Tout le monde mange. Alors, dès que commence l'étape de la diversification alimentaire, on introduit très tôt du sucre dans l'alimentation de l'enfant. On introduit également du sel et les enfants s'habituent. Et bon, de façon générale dans les ménages, alors les aliments sont arrosés de jus sucré, de bissap, de adoyo sucré, de tout un tas de choses. Donc, ce qui fait qu'on consomme beaucoup de sucre sans le savoir. Le sucre est caché dans beaucoup d'aliments. Même quand ça ne goûte pas sucré, il y a du sucre. En dehors de ces habitudes, il y a la propension de la consommation des biscuits, des bonbons, des crèmes glacées, qui ne font que charger l'organisme en sucre. Et le fait de charger l'organisme, c'est développer progressivement un diabète, puisqu'il survient, il ne prévient pas de façon insidieuse, silencieusement. Là, il y a des perturbations de la glycémie jusqu'à ce qu'on développe. Et de plus en plus, on remarque même chez les jeunes, vous avez parlé tantôt de maladies liées au troisième âge, mais on recense de plus en plus de jeunes avec un diabète, avec une hypertension artérielle, et c'est des maladies chroniques, c'est toute la vie. On en souffre toute sa vie et on doit se traiter toute sa vie. On est sous médication toute sa vie. Donc, c'est des habitudes qui fragilisent vraiment l'état de santé. Il y a des recommandations en la matière. Le sel, il ne faut pas dépasser 1 cuillerée à café de consommation de sel par jour. Alors, le sel est déjà caché dans beaucoup d'aliments aussi. Même quand ça ne goûte pas salé, il y a du sel. Dans l'eau, il y a du sel. L'eau, dans l'eau, il y a des minéraux, dont le sodium. Donc, il y a du sel. Alors, dans du riz, même si je ne rajoute pas du sel, il y a du sel. Dans beaucoup d'aliments. Naturellement, déjà. Nous mettons du sel et les accompagnements sont salés. Et dans ces accompagnements, on met aussi des bouillons qui sont des concentrés de sel. Les bouillons cubes, les aromates liquides sont des concentrés de sel. Alors, le fait d'additionner, de faire tous ces mélanges finalement, nous fait consommer une grande quantité de sel. Et quand il y a trop de sel, c'est le facteur de risque de l'hypertension artérielle. Quand il y a trop de sel et qu'il n'y a pas suffisamment de fruits et légumes qui apportent le potassium pour réduire la pression artérielle, la tension monte et l'hypertension artérielle s'installe. C'est pareil pour le gras. Alors, je crois que vous attirez l'attention de beaucoup de personnes qui nous suivent sur des habitudes qu'on a et dont on ne mesure pas la dangerosité. Si aujourd'hui, je décide de prendre les choses en main
et de faire attention à ce que je mange, par où est-ce que je dois commencer? Est-ce que je dois me faire accompagner, aller voir un spécialiste, ou est-ce que je peux moi-même concocter un nouveau régime? Comment ça se passe de façon pratique? Alors, de façon pratique, il faut chercher à s'informer. Et nous, spécialistes, avons le devoir de sensibiliser, de faire des sensibilisations de masse. Alors, le sujet qui est préoccupé par sa santé devrait normalement aller voir un nutritionniste, au lieu de s'adonner à des régimes restrictifs qui finalement occasionnent encore des troubles. Donc, il ne sert à rien de commencer. Alors, on entend dire, oh, moi, je ne mange plus d'huile, je ne mange plus ci, je ne mange plus ça parce que je veux garder la ligne. C'est totalement faux. Il n'y a pas de régime où on élimine carrément totalement non. Un aliment. Alors, l'huile dont nous parlons est nécessaire parce que sans huile, il y a des vitamines que vous n'assimilez pas. Tout est important, c'est la quantité. Donc c'est le dosage, si je peux dire, qui est important. Qui est important. Donc, l'idéal, c'est d'aller voir un nutritionniste. Allez voir un spécialiste, c'est ce qu'on vous recommande. Mais moi, j'ai une question à ce sujet. Aller voir un spécialiste, ça a un coût, n'est-ce pas? Lorsqu'on connaît le niveau de vie et le pouvoir d'achat de nos populations, est-ce que finalement, manger sain, c'est à la portée de toutes les bourses? Est-ce que ce vertige est à la portée de tout? Ça dépend de ce que vous mettez. Donc, manger sain, c'est nécessairement à la portée de tous parce que quand on regarde les risques liés au fait de ne pas manger sainement ou de manger déséquilibré, je donne quelques exemples. Je vais manger un repas malsain du point de vue hygiénique et je chope, je contracte une intoxication alimentaire. Cette intoxication peut m'amener à dépenser en frais médicaux. Pire, on peut m'hospitaliser. Et le coût lié à tout ce processus est quand même important. Ça, c'est à court terme. Une intoxication, c'est sur le champ, c'est aigu. Alors, quand on regarde plus loin, à moyen et long terme, le fait d'adopter une alimentation déséquilibrée expose à des carences, expose aussi à des maladies chroniques liées à la nutrition. Et quelle que soit la situation, un diabète, il faut regarder le coût de la prise en charge d'un diabète, c'est énorme. Et c'est des maladies qui s'accompagnent de complications parce qu'elles ne sont pas généralement détectées précocement. Et quand il y a complications pour le diabète, on peut vous amputer. Alors ça va impacter sur la qualité de vie. Vous n'allez plus pouvoir travailler. Alors qu'il y a des charges, enfin, vous êtes père de famille, vous êtes mère de famille, vous voyez l'impact sur la vie de ce ménage. Donc, le coût lié à l'alimentation déséquilibrée est de loin plus important que ce que manger sain, équilibré nous coûte au quotidien. C'est juste des réarrangements qu'il faut faire et très souvent les gens n'ont pas l'information. C'est surtout ça, les gens n'ont pas l'information, il faut s'inscrire dans la prévention, on ne le sait pas. Et vous travaillez beaucoup dans ce sens-là, celui d'informer les populations. Quels sont justement les challenges que vous rencontrez au quotidien dans l'accomplissement de votre noble mission qui consiste à sortir nos populations du carcan d'une alimentation anarchique? Le premier problème, sinon le principal, c'est le changement de comportement. Vous savez, les gens, ils ont des habitudes. Depuis leur naissance, traditionnellement, culturellement, ils ont appris à faire les choses d'une telle façon et il faut maintenant modifier. Alors, modifier, ça prend du temps parce que il faut changer il faut être suffisamment déterminé, il faut être motivé, il faut être accompagné. Alors, si le sujet a la détermination et même la motivation, s'il n'est pas accompagné, on n'a pas de bons résultats. Alors, il peut être déterminé, motivé, il commence et les vieux démons reviennent à la surface, donc refont surface. Du coup, bon, il retourne dans ses anciennes habitudes. Alors, il maintient un poids stable ou un état nutritionnel normal et puis, hop, après, il reprend encore tout ce qu'il a perdu. Alors, quand il est accompagné, qu'il est vraiment motivé, on a de bons résultats. Donc, le problème fondamental, c'est la motivation du sujet. Quand il est suffisamment motivé et qu'il est accompagné, on a des résultats vraiment palpables.
Et comment encourager, avant justement la motivation, il faut l'information. Comment peut-on encourager la sensibilisation des populations pour une prise de conscience véritable en ce qui concerne les changements de comportement? Est-ce que les pouvoirs publics doivent s'impliquer? Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer? Ou est-ce que c'est uniquement une question de spécialistes comme vous? Non, ce n'est pas une question de spécialistes. Je pense que les pouvoirs publics ont un rôle fondamental. On a des exemples dans le monde où certains pays ont institutionnalisé l'éducation nutritionnelle dès la base. Et puis, du point de vue scientifique, on a montré que les interventions qui démarrent très tôt, dès le bas âge, sont des interventions rentables. Quand très tôt on initie l'enfant à manger et fruits et légumes à chaque repas, il a pris l'habitude. Son organisme est habitué, psychologiquement. Il est habitué. Il ne se voit pas dans un schéma de repas où il ne mange que des féculents, il ne mange que de la viande. Le jour il n'a pas eu de légumes et de fruits dans son assiette, c'est comme s'il y a un gros problème. En tout cas, il est habitué. Donc, c'est dès le bas âge, il faut institutionnaliser. Donc, en dehors de ça, l'enfant dès le bas âge, maintenant, les adultes qui ont tout le temps évolué sans avoir ces informations, il faut pouvoir multiplier les séances de sensibilisation, former à tous les niveaux. L'État a un rôle important. En dehors de ça, l'État est attendu pour réguler sur le plan législation, parce que manger équilibré, c'est aussi mettre des verrous pour que les gens soient de moins exposés aux aliments pourvoyeurs de trop de sucre, de trop de gras, de trop de sel. Donc, il faut contrôler un petit peu ce qui est mis sur le marché. Contrôler ce qui est mis sur le marché. Il faut une législation, il faut une taxation, la fiscalité. Alors, chaque pays a la liberté d'établir ses normes. Je ne veux pas que dans mon pays arrivent des produits qui soient teneurs de plus de tel en sucre, à plus de tel. Et des pays aussi ont déjà fait ce genre de réformes et ont eu de très bons résultats. Donc, on a des exemples. On devrait pouvoir s'en inspirer. Quand on voit à quel point la malbouffe ou la junk food, comme on dit aujourd'hui, se propage et devient la norme dans nos sociétés, on peut s'inquiéter pour nos enfants et se demander dans quel monde ils vivront. Donc, travailler à développer des habitudes alimentaires correctes et saines chez les tout-petits, je pense que c'est une piste qui est très intéressante, qui a déjà été explorée ailleurs, comme vous le disiez, et que tous les parents devraient considérer de près. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils simples et efficaces qu'on pourrait commencer à appliquer tout de suite après cette émission? Je dirais, pour adopter une alimentation saine et équilibrée, il faut commencer par varier. Il faut varier, il faut faire attention à la quantité et il faut surtout veiller à la qualité. Alors, varier, c'est dire quoi? Il faut diversifier les repas. Il ne faut pas adopter une alimentation monotone. Dans certains ménages, on mange la pâte tous les soirs parce que c'est culturel. On mange le riz tous les midis parce que on a le riz à porter ou les enfants aiment le riz. Il faut diversifier. Il faut savoir que dans les aliments, on a des différences d'un aliment à un autre, d'un groupe d'aliments à un autre. Et le fait de diversifier nous permet d'avoir différents nutriments, d'avoir différentes sources de nutriments et donc de ne pas être exposé aux carences. La quantité, il faut veiller à la quantité. Les portions, on n'a pas besoin de se servir de façon exagérée. Les méga portions sont à bannir. Le méga peut être subjectif, c'est là tout le problème. Oui, voilà. Au fait, on a élaboré un guide alimentaire qui donne des orientations selon les tranches d'âge, un guide alimentaire du Bénin, selon que l'enfant, à partir de 2 ans jusqu'à l'âge adulte, il y a des portions qui sont recommandées. Et pour donner une idée, le bol de 250 ml, c'est le bol standard. Un adulte, s'il mange la pâte de maïs, 2 bols de 250 ml, c'est largement suffisant. À cela, il faut ajouter suffisamment de légumes. Il faut avoir une bonne portion de légumes parce que dans nos habitudes, on met une grande quantité de pâte, mais très peu de sauce qui accompagne la pâte et parfois aussi un peu de légumes. C'est ce que nous avons reçu traditionnellement. Mais il faut autant de légumes que de féculents quand c'est la pâte, que de pâte
il faut aussi autant de poissons, de sources protéiques, donc que ce soit le poisson ou la viande. Donc, il faut veiller aux quantités et la qualité. Attention, la qualité précède même la quantité. Bien sûr. La qualité, des questions d'hygiène, des questions de choix. Nous allons vers les aliments biologiques parce que avec l'usage des engrais chimiques, avec la massification de la production, parfois les engrais sont utilisés et les engrais laissent des résidus, les engrais chimiques. Donc, idéalement, il faut aller vers ce qui est biologique. Il n'est pas dit qu'il ne faut pas consommer ces genres de produits conventionnels. On ne peut pas s'extraire de la société complètement. Voilà, mais tant qu'on a la possibilité de le faire, il faut aller vers ce qui est biologique. Et il faut savoir reconnaître ce qui est biologique parce que quand vous allez et tout est vert, tout est beau, tout est sans tache, alors ça devrait vous inquiéter. C'est qu'il y a eu usage d'engrais chimiques en grande quantité pour qu'on ait ce résultat. C'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Donc, la qualité, l'hygiène sur toute la chaîne, depuis la production jusqu'à la table, il ne faut pas que le repas soit souillé par des germes parce que quand il y a souillure, c'est des intoxications. C'est des problèmes d'intoxication alimentaire, diarrhée, et tous les corollaires liés à cette intoxication. Donc, pour me résumer, c'est 3 mots. Alors, pour savoir que quelqu'un mange équilibré, c'est équilibré. De façon pratique, on regarde ce qu'il met dans son assiette comme légumes et ce qu'il ajoute comme fruits. Dites-moi si à chaque repas vous mettez fruits et légumes. Je pourrais vous dire que vous commencez à manger équilibré parce que très généralement, si les légumes sont présents, encore en quelle quantité, les fruits sont très souvent absents. Les Béninois ne mangent pas suffisamment de fruits. Pourtant, nous en avons à foison. Il y en a à toutes les saisons et toute une variété. Donc, nous, pour évaluer l'équilibre, on commence par regarder. Et vous connaissez la formule magique, c'est 5 portions de fruits et légumes par jour. Donc, à chaque repas, je n'ai pas de repas. Mon repas n'est pas bon si je n'ai pas une portion de fruits, si je n'ai pas une portion de légumes. Voilà, une réponse simple, quelque chose de très pratique. À chaque fois que je dois m'alimenter, où se trouve ma portion de fruits? Où se trouve ma portion de légumes? Et il faut privilégier les légumes. On peut en consommer autant que l'on veut, tant qu'on le désire, parce qu'ils n'apportent pas de l'énergie. Donc, il n'y a pas de réserve. Il se digère facilement. Il se digère, il facilite la digestion et ils abaissent aussi la glycémie. Alors, si on a un repas très glucidique, le fait d'avoir des légumes qui apportent des fibres va ralentir la vitesse à laquelle le sucre va être propulsé dans le sang. Donc, c'est très bénéfique d'avoir ces 2 groupes d'aliments qui conditionnent déjà l'équilibre si on veut être très, très pratique. N'invitez donc pas la maladie à table et comme le disait Hippocrate, que ton aliment soit ton premier médicament. Docteur Carmel Mizeou, merci d'avoir partagé vos précieux conseils avec nous. Un dernier message à l'endroit de ceux qui nous suivent? Oui, mon dernier message va s'adresser surtout aux ménages. Il faudrait que les parents veillent à ce que les enfants ne soient pas exposés longtemps aux écrans. Alors, tout type d'écran, la télévision, les tablettes, il faut que les enfants bougent. Et il est recommandé aux enfants de bouger 2 fois plus que les adultes. Donc, chaque jour, l'enfant doit bouger au moins 60 minutes. Donc, il faut pouvoir leur faire des jeux, leur faire des activités physiques, sportives, les inscrire à différents types d'activités pour qu'ils puissent dépenser de l'énergie. Ils en ont besoin. C'est physiologique pour eux. Et tout ça, ça vaut pour les parents également. Après cette émission, appuyez sur stop, déposez votre portable, enfilez des baskets, un short, allez faire du sport, allez prendre de l'air et profitez du soleil que nous avons en surabondance en Afrique. Pour bénéficier de nos nombreux contenus ludiques et instructifs, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages sur les réseaux sociaux et de créer un compte gratuit sur www.academyrock.com. Docteur Mizeou, vous êtes désormais ambassadrice de la Rock Academy. Et j'ai le plaisir de vous offrir un chèque cadeau de notre partenaire Woodin et cette casquette rock. Merci beaucoup. C'est un plaisir. En attendant qu'on se retrouve pour un prochain numéro, prenez soin de vous, de votre corps et surtout de votre mental. Rêvons, osons
Créons, soyons rock.